Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire. Qui a peur des vieilles? C'est le titre d'un essai publié par Marie Charel, journaliste au Monde, romancière. Elle s'interroge sur la place des femmes de plus de 50 ans dans notre société occidentale. C'est la semaine de la finance responsable. Que pèse-t-elle aujourd'hui? Pourquoi est-ce un levier puissant de transition écologique et sociétale? On va parler biodiversité notamment dans notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez les planches de surf écologique de Nomads Surfing. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact tout de suite. Bonjour Marie Charel, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes journaliste économique au Monde, romancière. Vous avez publié votre 6e roman, Les Danseurs de l'Aube, en janvier dernier. Et vous venez de sortir également cet essai, Qui a peur des vieilles? C'est aux éditions Les Pérégrines. Il y a d'abord ce mot. Vieille qu'on a souvent du mal à prononcer, qui fait presque peur, on a du mal à l'accepter. Déjà ça, notre perception du mot, c'est symbolique. Exactement. Il y a déjà un tabou autour de ce mot. Souvent, d'ailleurs, on choisit des périphrases pour parler des vieilles. On va dire femmes mûres, femmes âgées, femmes d'expérience ou seniors, quand on parle des femmes et des hommes. Et ça a été un peu le début de la réflexion, à dire aussi pourquoi il y a des crispations autour de ce mot, alors que finalement, c'est les faits. Et puis, on y passe tous. On devient tous vieux ou vieilles un jour ou l'autre. Alors, pourquoi avoir peur de le dire ? Ouais. Ce livre, il explore à la fois l'invisibilisation, je l'ai dit dans l'ordre, des femmes de plus de 50 ans et ce qui fait leur force et leur puissance. On va évidemment aborder ces deux aspects. On peut commencer par ce constat de celles qu'on ne montre plus. C'est particulièrement vrai ici, dans les médias ou au cinéma ou à la télévision, dans les fictions. Vous l'avez modélisé, ça, en quelque sorte ? Oui, il y a plusieurs associations qui travaillent sur le sujet, notamment une dans le cinéma qui s'appelle le Commission du tunnel des 50 et qui disent, on ne voit plus les femmes au cinéma passer 50 ans, ou beaucoup moins. C'est pas juste une perception, c'est des faits. Et donc, elles ont vraiment regardé les films, elles ont calculé, et qui montrent qu'en effet, on voit beaucoup moins les femmes passer 50 ans. Elles réapparaissent après, vers 80 ans, dans des rôles de grand-mère un peu gâteau. Mais c'est une vraie question. Pourquoi on ne montre pas les femmes telles qu'elles sont aujourd'hui dans la société française ? Avec 2 fois moins de rôles après 50 ans si l'on est une femme. Et puis cette comparaison, une personne majeure sur 4 est une femme de plus de 50 ans et un rôle sur 10 seulement est tenu par une femme de plus de 50 ans. Comment vous l'expliquez ça, au-delà peut-être du machisme ambiant, mais est-ce qu'il y a entre eux effectivement les jeunes femmes et, comme vous l'avez dit, les mamies, les grand-mères idéales? Il n'y a pas d'icône, il n'y a pas vraiment de personnages auxquels on peut s'identifier, auxquels les femmes peuvent s'identifier? Ou il n'y en a pas encore assez? Il n'y en a pas assez, ouais. C'est ça. Il n'y en a pas assez et il y en a aujourd'hui, mais qui peut être assez inaccessible parce que c'est encore trop des exceptions. Donc l'idée, notamment de cette association, par exemple, c'est de dire il faut que c'est pas un sujet de vieilles, c'est un sujet sociétal pour nous tous. Et il faut que les jeunes femmes aujourd'hui, les jeunes hommes aussi d'ailleurs, aient des modèles auxquels ils puissent s'identifier et qui leur ouvre le champ des possibles, en fait, auquel on puisse dire, cette femme-là, ça pourrait être moi dans 30 ans, dans 20 ans, comment y arriver. Donc c'est plus une question de donner des modèles à voir qui sont crédibles et qui ne sont pas des icônes trop inaccessibles, dont on a besoin aussi pour rêver, mais il faut ouvrir la palette des représentations. C'est un débat qu'on a eu il y a plusieurs années sur la diversité ethnique à l'antenne aussi, en télévision, dans la publicité, il y a eu effectivement des associations qui se sont mobilisées. Est-ce qu'il faut, alors c'est pas un mot qu'on emploie ou qu'on aime forcément employer, mais est-ce qu'il faut, je sais pas, des quotas, des règles, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut tordre un peu le bras des producteurs de télévision, de cinéma ou des directeurs de chaînes ou de studios? Les quotas, c'est un débat en soi, sans fin. On peut être pour, on peut être contre. Ce qui est certain, c'est que le changement va et trop lentement s'il n'y a pas des mesures un peu proactives et sans forcément aller vers les quotas, déjà sensibiliser, en parler, et puis oui, faire un effort des côtés des producteurs, etc., ça peut déjà porter ses fruits. Et il y en a qui commencent à être conscients, parce qu'on parle de plus en plus de ces questions, et on voit que la prise de conscience avance aussi sur ce sujet-là.
Et surtout quand on sait que la société française vieillit à toute allure. Donc à un moment, ce décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on est devient insoutenable. Oui, et puis il est même assez destructeur socialement. Pour les femmes, et notamment pour les jeunes femmes, parce que c'est vrai que de voir, pour les femmes en général, et les hommes, parce que c'est encore une fois un sujet qui nous concerne tous, de voir à l'écran ou dans les médias, etc., des personnes qui ne nous ressemblent pas, c'est violent. C'est quand même un sacré diktat sur le corps, de vouloir ressembler à des corps qui n'existent pas, qui sont éternellement jeunes, éternellement beaux, minces. Oui, c'est aussi l'image de nous-mêmes qu'on renvoie sur les réseaux sociaux, mais ça, bon, ça fait partie de ce débat et de cette dimension. C'est drôle parce que moi j'étais ce week-end à un festival de musique pour une association dont je suis le parrain, qui s'appelle l'ODP, qui s'occupe des orphelins des pompiers, et il se trouve que les deux des plus belles têtes d'affiche, qui étaient en fin de journée, c'était Catherine Ringer le vendredi soir qui chantait l'Erita Mitsuko, et Véronique Sanson le dimanche soir qui a fait vivre son répertoire, et c'était merveilleux dans les deux cas. Je ne vais pas donner leurs âges à l'une et l'autre. Tiens, mais d'ailleurs, quand je dis ça, je ne vais pas donner leurs âges. Est-ce que je participe à cette espèce de tabou des vieilles ? Quelque part, oui, il y a toujours un malaise autour de l'âge. Et puis parfois, on a cette pudeur-là avec les femmes ou avec les hommes. Et pourquoi est-ce qu'il faut les avoir ? Et c'est aussi beaucoup d'injonctions contradictoires qui reposent sur tout le monde, à savoir soyez vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes, mais en même temps, restez jeune, sportif, mince, beau. Donc tout ça, ça rend un peu fou. Notre société a beaucoup de mots, mais celui-là, ces injonctions contradictoires, ça en est un qui, je pense, rend beaucoup de monde malheureux sans raison. On va terminer, évidemment, il nous reste près de 4 minutes sur le tissu économique, ce monde économique que vous analysez pour le quotidien Le Monde. Est-ce que la place des femmes de 50 ans, quand même, dans les entreprises, vous la voyez évoluer ? Et si oui, comment ? Alors, c'est un vrai sujet en soi avec deux choses. Il y a un sujet général sur les seniors qui reste problématique en entreprise parce que on voit que passer 45-50 ans dans certains métiers, c'est de plus en plus dur. Quand on se retrouve sur le carreau, de retourner dans l'emploi. C'est encore plus dur pour les femmes parce qu'elles cumulent tout ce qui est lié aux écarts de salaire, aux problématiques liées à la grossesse, etc. Donc, pour les femmes seniors, c'est encore un peu plus dur, je crois, avec des vrais écarts de revenus. On le voit dans les chiffres qui se creusent. Il y a un effort des entreprises sur la diversité et la représentation de tous. Des seniors, parce que quand il y a des tensions sur l'emploi, forcément, on essaie de garder un peu plus les seniors. On parle en ce moment des problèmes de recrutement. Mais là aussi, les lignes bougent probablement pas assez vite. Et puis, il y a la question des modèles, là encore. On commence à voir quelques entreprises où il y a des femmes. Dans le CAC 40, il n'y en a qu'une. Si ça n'a pas changé depuis, c'est pas assez. Donc là aussi, plus on aura de femmes chefs d'entreprise d'expérience, plus les jeunes femmes et les jeunes hommes pourront dire c'est possible, pour moi aussi. Il y en a quelques-unes. Dans le livre, j'évoque Christine Lagarde à la BCE, c'est un bon exemple. Voilà, une femme dans ce cénacle très masculin, ça peut que déclencher des vocations aussi. Alors nous ici, modestement, on essaye de tendre vers une parité dans les personnalités qu'on invite dans nos émissions. Quand une femme accède à un poste de pouvoir, un poste de direction, chef d'entreprise ou cadre dirigeant, est-ce qu'elle doit être proactive ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle doit, d'après vous, profiter de ce poste de pouvoir pour nommer d'autres femmes à des postes de pouvoir dans l'entreprise ? C'est l'idéal. Si elle peut, oui, parce que c'est vrai que c'est comme ça que les choses avancent aussi. Inspirée par son expérience, étendre l'échelle sans faire de favoritisme, mais simplement, on sait que les femmes s'auto-censurent un tout petit peu plus dans le monde du travail, osent un peu moins. D'avoir quelqu'un, une femme, un homme, un DRH ou autre qui va les chercher, les tirer peut-être un tout petit peu plus, ça peut contribuer à ce qu'on disait sur être un peu plus actifs tous pour que les normes bougent et que les faits évolue aussi. Votre livre, Marie Charelle, il démontre que ce vieillissement, il peut ouvrir une période faste, une période de puissance pour les femmes. Pourquoi ? C'est vraiment ce qui est marquant dans ce sujet, le décalage entre on les voit moins, mais ce qu'elles disent, elles, beaucoup, c'est passer 50 ans, 60 ans, on sait qui on est beaucoup mieux, on sait ce dont on est capable. On a un peu moins, on se préoccupe un peu moins des normes, du quand dira-t-on, etc. Quand il y a des enfants, ils commencent à être grands, donc on retrouve du temps, on a beaucoup d'énergie. Donc oui, beaucoup décrivent ce sentiment de puissance, de montée en puissance et de liberté.
liberté de ton, liberté de parole. Et c'est ça aussi que j'avais envie de montrer dans ce livre, c'est que c'est ça les femmes d'aujourd'hui. Passées 45, 50 ans, 60 ans, ce sont des femmes bien, puissantes pour la plupart. Et c'est ça qu'on a envie de mettre en avant, au-delà des clichés sur la vieille ménopausée. Oui, il y a des phrases qu'on préférait ne pas voir prononcer. Merci beaucoup, Marie Charelle. Qui a peur des vieilles? C'est le titre de cet essai publié aux éditions Les Pérégrines. On passe à notre débat sur la finance responsable, finance et biodiversité. Finance et biodiversité, c'est le thème de notre débat tout de suite à l'occasion de la semaine de la finance responsable qui se tient jusqu'au 8 octobre à Paris. Je vous présente Grégoire Coustet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général du Forum pour l'investissement responsable. À vos côtés, Mathieu Morin. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes président d'Iceberg Data Lab. En quelques mots, c'est quoi Iceberg Data Lab? Iceberg Data Lab, c'est une fintech, c'est-à-dire une société tech qui travaille à destination du secteur financier, apportant des solutions de mesure de l'empreinte, notamment sur la biodiversité. Donc c'est un outil pour les entreprises et pour les organisations d'une manière générale. C'est un outil pour répondre à la question suivante: quel est l'impact de mon portefeuille sur la biodiversité? Ouais. Grégoire Coustet, vous organisez cette semaine de la finance responsable. Qu'est-ce qu'il a défini précisément, la finance responsable? Alors, parce que c'est un vrai débat, ça. Oui, la finance responsable, c'est une finance qui veut donner du sens ouais. Aux investissements, qui veut répondre aux grands enjeux de société, aux grands enjeux du développement durable, environnementaux, sociaux, assez classiques, et faire face un peu aux transformations du monde. Aujourd'hui, ce sont beaucoup d'acteurs qui se sont mobilisés, qui se mobilisent sur la finance responsable, sous des pressions diverses et variées, des pressions sociétales, assez classiques, assez naturelles, et les demandes finalement de la société, mais aussi dans un cadre réglementaire. On a aujourd'hui, en France, au niveau européen et même au niveau international, au niveau mondial, des pressions qui sont faites pour transformer la finance, et pour le meilleur. Du coup, c'est quand même une bonne nouvelle que aussi les pouvoirs publics se saisissent de cette question. Ouais. Ça représente quoi aujourd'hui par rapport à la finance globale? Alors, je sais qu'il y a la croissance est forte, on l'a souvent dit dans cette émission, mais ça représente quoi aujourd'hui, la finance responsable? C'est une très bonne question dans la mesure où on ne sait pas vraiment ce qu'elle représente. Difficile d'y répondre. On a des questions de définition par rapport à ce que c'est que la finance responsable. Elle peut prendre des formes assez variées. Il y a un triptyque qu'on connaît bien qui s'appelle l'ESG, environnemental, social, gouvernance. C'est donc un prisme d'analyse qui permet de quantifier ce qu'on peut appeler la finance responsable. Mais il y a plein de manières de prendre l'environnement, plein de manières de prendre le social. Et la gouvernance, c'est une chose qui est assez transversale, qui est aussi utilisée par les financiers plus classiques. Mais donc c'est difficile de donner un chiffre. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on va considérer que la finance doit devenir responsable, en particulier, et globalement, avec des spécificités au sein de cette intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions de placement, avec peut-être une nouvelle définition, un nouvel objectif que vous connaissez bien, c'est l'impact. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on va viser, effectivement, c'est un impact environnemental, c'est un impact social, et c'est ça qui va définir les nouveaux contours, finalement, de la finance responsable, qui est en pleine évolution en ce moment. On va parler biodiversité, longuement, on a encore du temps, mais dernière question là-dessus, ça pose aussi une question de financement pour certaines industries, pour certaines entreprises, qui sont les entreprises, j'allais dire, de la vieille économie, c'est toute l'économie carbonée. Donc, est-ce que la finance va finir par ne plus, ou quasiment plus, financer ces secteurs? Oui, c'est probable. En tout cas, c'est ça la tendance aujourd'hui. Ça va être de plus en plus difficile de trouver de l'argent sur les marchés financiers quand on n'aura pas fait montre de responsabilité en tant qu'entreprise. Donc oui, c'est bien la tendance de fond. Et tant mieux. Ce que doit faire l'investisseur responsable, c'est aussi accompagner finalement les entreprises qui aujourd'hui sont peut-être, je sais pas, les mauvais canards pour la transformation, qui deviennent peut-être des signes demain. Alors on va parler biodiversité. Vous venez de publier, c'était il y a quelques jours, un cahier finance et biodiversité. Il y a des constats qui sont assez effrayants. 6e extinction de masse en chiffres, 882 espèces à cause des activités humaines qui ont disparu, dégradation par l'homme de 75% de l'environnement terrestre, les coraux, les populations d'espèces vertébrées qui ont disparu, et puis surtout les espèces menacées, un quart des espèces menacées d'extinction. Si on ne fait rien, ce cahier finance et biodiversité, Mathieu Morin, est-ce qu'il est d'abord destiné justement à prendre conscience de ça? À qui il est destiné?
Il est destiné aux professionnels et à l'écosystème, si je peux utiliser cette image, de la finance responsable. C'est-à-dire à faire comprendre, dans le fond, quel est l'enjeu. Voilà, pourquoi je dois aller expliquer à mes gérants, par exemple, que oui, il est important de prendre en compte ces paramètres, parce qu'il y a une situation de fond qui est problématique. Vous avez cité de nombreux chiffres. Vous pouvez aussi dire que 40% des espèces d'oiseaux marins sont impactées par le plastique, sujet dont on parle récemment. 40%. Prenez 10 oiseaux, il y en a 4 dans lesquels vous retrouverez dans leur organisme des traces de plastique. D'une part, qui explique un développement réglementaire. Le congrès de l'UICN vient de se clôturer à Marseille. La COP 15 biodiversité va se tenir. Des COP, donc des rassemblements gouvernementaux pour prendre des actions régulatoires. Il s'en tient sur 2 grandes thématiques qui impactent l'humanité, le climat et la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire? Sujet de fond, on l'a évoqué, la 6e extinction, et donc impact réglementaire. C'est-à-dire que tout ça, comme on l'a vu sur le climat, va se transcrire sur des normes, des interdictions, des taxes, une pression normative sur des thématiques connexes mais différentes, du sujet de la déforestation, de l'artificialisation des sols, du climat. Et donc un investisseur responsable, mais même un investisseur prudent et raisonnable, se doit d'intégrer ces risques dans tout simplement le pilotage de sa gestion. Donc ce cahier vise à lui expliquer pourquoi, qu'est-ce qui va venir en termes de réglementation, et que donc ça n'est pas, c'est une thématique incontournable. Et enfin, comment, c'est-à-dire comment très concrètement on peut utiliser des outils pour mesurer l'impact des sociétés et donc des portefeuilles financiers sur la biodiversité. La biodiversité, en fait, depuis plusieurs années, on est très climat. Et on a l'impression que la finance se préoccupe maintenant de la biodiversité. Est-ce que je caricature quand je dis ça? Incontestablement, on arrive sur la biodiversité avec un peu les mêmes cycles, les COP, des outils de mesure, des réflexions aujourd'hui sur l'empreinte, et vont venir des réflexions sur la trajectoire et l'alignement. 10 ans plus tard, tard par rapport à la situation de perte de biodiversité et d'effondrement, mais d'un autre côté, on peut bénéficier de tout le retour d'expérience déjà acquis sur la construction d'outils, de normes, de suivi des trajectoires et de l'impact des portefeuilles, et donc accélérer et avancer plus vite, et c'est ça ce dont je peux témoigner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette thématique, beaucoup d'investisseurs s'en saisissent pour mener des études sur leur empreinte, la rotation de leurs actifs, et ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire le dialogue actionnarial avec des sociétés, pour savoir concrètement quelles mesures elles font pour mesurer leur impact et pour le réduire en termes d'impact sur la biodiversité. Grégoire Coustet, on parle de finance de la conservation, c'est ça? C'est le terme que vous employez? Alors c'est une des parties effectivement de la biodiversité. Mais pour revenir un petit peu sur ce que disait à l'instant Mathieu, je pense que l'investisseur responsable, il s'intéresse aussi aux questions sociales. C'est des questions importantes. La lutte contre les inégalités aujourd'hui, c'est absolument clé. Il va y avoir des migrations. Enfin, il y a énormément de sujets aujourd'hui qui sont intéressants. Là où sur la biodiversité et le climat, on a une question un peu spécifique, et c'est pour ça que c'est devenu la priorité finalement des investisseurs responsables, et dans le cadre de la réglementation également, c'est le caractère irréversible de ces phénomènes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser le climat se dégrader parce qu'il y aura des points de non-retour. Et de la même manière, les pertes de biodiversité aujourd'hui sont tellement importantes et peuvent avoir tellement d'impact sur nos sociétés qu'elles sont devenues prioritaires. Voilà. Donc effectivement, on peut parler de conservation dans ce contexte-là. On doit conserver nos écosystèmes et les services écosystémiques que rendent que nous donne la nature et un certain nombre d'animaux, par exemple. Si vous me laissez juste une petite minute, je peux vous donner un exemple assez important ou assez éclairant de ce que c'est qu'un service écosystémique rendu par des animaux, par exemple. On a un cas en Inde qui date un petit peu maintenant, où on a vu disparaître des vautours. On parle de quelques dizaines, on est autour de 80 couples de vautours qui rendaient un service écosystémique très simple, c'est qu'ils faisaient l'équarrissage des cadavres qui traînaient. Ils ont disparu à cause notamment de pesticides et de différentes raisons qui sont liées à l'activité humaine. Donc il y a des carcasses d'animaux qui restent. Exactement. Substitution des vautours, ce sont les chiens qui sont venus équarrir les cadavres. Qu'est-ce qui s'est passé ?
à la différence du vautour qui est au bout qui est un cul-de-sac épidémiologique, le chien, lui, il est porteur de la rage. Donc du coup, on s'est retrouvé à une situation où la rage a commencé à se propager, et on a eu la pollution également des eaux au niveau local et qui ont affecté toutes les populations. Donc à la fois sur la santé publique liée à l'eau et également sur les maladies, la propagation de la rage. Qu'est-ce que ça a fait au bout du compte ? Eh bien, ça a fait que l'État indien a été obligé de dépenser des dizaines de milliards de dollars en santé publique pour compenser le service écosystémique rendu par simplement quelques vautours. Ouais. Et donc c'est là où il faut être extrêmement prudent quand on touche aux écosystèmes, c'est qu'on ne bouleverse pas les services écosystémiques qui leur sont... D'ailleurs, si on élargit, je vais vous redonner la parole, mais cette démonstration, elle est limpide, mais c'est Crawford School qui a essayé d'évaluer la valeur de la nature. Vous donnez ça dans ce cahier Finance et Biodiversité, entre 125 000 et 145 000 milliards de dollars par an. Alors, ce n'est pas une estimation facile à faire, mais on imagine que on a dû multiplier les exemples comme celui que vous venez de nous donner, Grégoire Coustet, pour évaluer ce que valaient les systèmes et les services écosystémiques mondiaux. Il y a un autre exemple, c'est la déforestation importée. Là aussi, on est dans une démonstration assez grand public d'une certaine façon. On peut la faire. Oui, ça touche à la thématique, par exemple, de l'huile de palme, ouais. Du bœuf et du soja importés du Brésil qui contribuent à la déforestation locale. Effectivement, et l'exemple que donnait Grégoire souligne deux phénomènes. D'une part, le coût de cette perte de biodiversité absolue, et d'autre part, on imagine que des actions ont été mises en place par le gouvernement pour chasser ces chiens, les traiter, etc. Le coût de remplacement. Voilà. Et donc, sur cette thématique, comme effectivement sur celle du climat dont on a parlé précédemment, la gestion, en fait, le fait de ne pas gérer ce problème fait qu'il aura un impact de toute manière sur votre portefeuille et sur les constituants de ce portefeuille. Donc la gestion de cette thématique est inévitable. Et qu'est-ce qui est compliqué, on va terminer là-dessus, dans ce défi d'avoir finalement des outils d'évaluation qui soient fiables, qui soient reconnus par tous Parce que moi, quand j'ai vu ce chiffre là sur la valeur de la nature, c'est quand même très compliqué à évaluer. La valeur de la nature, c'est très compliqué à évaluer. Par contre, aujourd'hui, on a un certain nombre de modèles qu'on appelle des fonctions de dommage qui permettent de passer de l'activité d'une société à sa pollution, à ce qu'on appelle des pressions sur la nature. Et donc, on est capable de hiérarchiser des solutions selon leur niveau de toxicité ou selon leur niveau, les substituts au plastique, par exemple, de réduction d'un phénomène. Ça, on sait assez bien le faire, et donc on a déjà une boussole qui indique le nord et qui permet d'aller dans la bonne direction. La prochaine étape, c'est celle de la construction de ce qu'on appelle une trajectoire, comme les 2 degrés de l'alignement de l'accord de Paris, pour dire, voilà, je réduis mon impact, mais est-ce que je l'ai réduit suffisamment ? Et c'est là-dessus qu'aujourd'hui, les chercheurs notamment travaillent pour permettre, au-delà d'avoir une boussole, d'avoir une carte. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter donc, dans le cadre de cette semaine de la finance responsable ce cahier finance et biodiversité. À bientôt sur Bismart. Smart Ideas maintenant, on met la combi, on part à Lacanau, il y a une belle droite, c'est du surf écologique. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec aujourd'hui Nicolas Thiebaud, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Nomads Surfing. C'est d'abord une histoire de potes. Avec qui vous l'avez créé ? Exactement, c'est une histoire de potes avec Thomas et Basile. Donc Thomas et Basile, c'est 2 amis que j'ai rencontrés en Malaisie parce que j'étais expatrié là-bas pendant 4 années. Et donc en allant surfer en Asie du Sud-Est, dans différents pays et différentes plages, on s'est rendu compte de la pollution plastique, vraiment littéralement au sens propre du terme, parce que on ramait sur les plages de Bali, etc. Et on pouvait ramasser du plastique avec nos mains. Et c'est en rentrant en France qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'alternatives qui existaient aujourd'hui dans le monde du surf. Parce que l'industrie du surf est une industrie qui pollue énormément, ce qui est un peu hypocrite, parce que c'est un sport nature. Et au final, c'est justement de ce constat-là qu'on a décidé de lancer la marque Nomad Surfing. Alors peut-être le constat pour commencer, vous dites que l'industrie du surf, elle pollue. Elle pollue pourquoi ? Elle pollue parce que tous les accessoires et les produits sont issus de l'industrie pétrochimique principalement, et 85 à 90% proviennent d'Asie. Donc il y a très peu d'alternatives conçues en France
de manière durable. Donc on a des combinaisons qui sont faites à partir de néoprène. Le néoprène, c'est du pétrole. Les planches de surf, les accessoires, les ailerons, les pads, tout ça sont faits à partir de pétrole. Et aujourd'hui, voilà, comme la majorité fabriquée en Asie, nous, l'idée, c'était de dire on peut concevoir en France, fabriquer en France et apporter ça aux surfeurs européens. Alors, on va prendre un exemple, c'est l'aileron. Exactement. Alors là, vous êtes venu avec l'un de vos ailerons. Qu'est-ce qu'il a de différent, alors? Alors, cet aileron, on est fiers, on l'a lancé l'année dernière. C'est un aileron qui est fabriqué à partir de filets de pêche. Donc, c'est des filets de pêche qui sont récupérés dans les ports en Espagne et en France, un petit peu sur les côtes ghanéennes, qu'on transforme en billes de plastique et qui nous permettent de les injecter et de fabriquer des ailerons fabriqués en France à partir de 70% de filets de pêche. Okay. Donc, une alternative durable qui permet aujourd'hui de réduire, rien que sur ce produit-là, 40% de nos émissions CO2 versus un produit qui vient d'Asie. Ouais. Ouais. Et alors l'autre produit, c'est quoi ça? Alors ça, c'est le traction pad, c'est le grip qu'on met vraiment à l'arrière de la planche de surf pour pas glisser. Donc voilà, c'est un produit qu'on a fabriqué à partir de bouchons de liège recyclés dans les Landes avec une entreprise qui est labellisée EPV, donc entreprise patrimoine du vivant, entreprise ancestrale, avec qui on travaille sur le recyclage des bouchons de vin pour en faire un grip naturel et 100% recyclable. Ouais, c'était quoi les défis que vous avez dû relever? Parce qu'il y a la belle idée et puis ensuite il y a trouver des partenaires. Exactement. En fait, le plus dur, ça a été le sourcing, ça a été trouver les fournisseurs et les partenaires avec qui s'associer en Europe, principalement en France, on essaye de travailler en France, et des gens qui soient réceptifs à proposer des nouveaux produits. Donc je prends l'exemple des ailerons ou du pad. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui ne faisaient pas ces produits-là et à qui on a dû apporter ce savoir-faire, en tout cas une expertise, et pour lancer ces produits-là. Ouais. Il y a un autre produit qui est très important en surf, c'est le leash. Alors on rappelle ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas le surf. Le leash, c'est la corde qui permet de retenir le surfeur à la planche de surf quand il tombe, pour éviter que la planche s'en aille et qu'on ait à ramer sans planche. Voilà, c'est le lien entre la planche et le surfeur. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est du plastique? C'est de la corde avec du plastique autour? Exactement. C'est un mélange de polyuréthane, de nylon, etc. Je pense que 95% aujourd'hui, voire 99% sont fabriqués en Asie. Et nous, on souhaite d'ici la fin d'année lancer notre propre leash fabriqué en France à partir de combinaisons recyclées, donc des combinaisons de surf qui sont en fin de vie, à partir de ceintures de sécurité, donc des ceintures de voitures pareil qui sont destinées à être incinérées, qu'on va valoriser pour fabriquer un leash en France, assemblé en France avec des partenaires locaux, et après le proposer au maximum d'écoles de surf et de surf shop. Ouais. Alors là aussi, la filière, elle existe? Ou il faut la créer, la filière, pour récupérer les matériaux? Non, aujourd'hui, la filière, elle n'existe pas. Donc, nous, on met en place des collectes de combinaisons. Donc, on contacte les écoles de surf. On essaye de s'associer avec d'autres entreprises, d'autres marques, pour essayer de collecter au maximum de combinaisons afin de les valoriser derrière. C'est un gros problème aujourd'hui. C'est un gros défi parce que la filière glisse en général. Jusqu'à présent, ne recyclait ni les planches ni les combinaisons. Et c'est ce qui nous attend dans les prochaines années. C'est un vrai challenge à relever. Ouais. Allez, 20 secondes, on les trouve où, les produits Nomad Surfing? Aujourd'hui, on est dans plus de 40 surf shops sur toute la façade atlantique et puis sur notre site internet nomadsurfing.com. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Nicolas Thiebaud. Bon vent et bonne vague surtout à Nomad Surfing. Voilà, fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous donne rendez-vous lundi. Bon week-end à tous et un grand merci à Joséphine Dacoury pour la production assistée aujourd'hui et la programmation de Carla Perruchon. Mani Pejesk à la réalisation, Saïd Mamou au son. Voilà, c'est toute une équipe qui évidemment est aux manettes et qui permet aux émissions de Bismart de vous toucher. En tout cas, on l'espère. Salut.